Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, je m'appelle Hassen Lekarski. Je représente aujourd'hui Un bout des médias avec beaucoup de mes collègues, mais aussi avec Daphné qui est ici avec moi. Daphné est la responsable plaidoyer de l'association et moi, je m'occupe des sujets de communication et stratégie de l'association. Et aujourd'hui, on est très heureux de vous accueillir pour la première conférence de la première journée de la première édition de l'Université d'automne d'Un bout des médias, qui est un projet qu'on a créé cette année dans le cadre d'une des missions de l'association Un bout des médias. Un bout des médias, c'est une association qui a été créée pour promouvoir l'indépendance des médias. Et un de nos sujets, c'est de sensibiliser le grand public à ces sujets-là. Et voilà, Daphné, tu peux peut-être ajouter un mot sur la conf du jour. Et donc oui, bon, il est un peu haut le micro. Ouais, on était ravis d'organiser cette université d'automne pour parler à la fois de l'indépendance des médias, qui est le cœur de sujet de l'association qu'on représente, Un bout des médias, mais aussi pour parler de tous les sujets qui bousculent un peu l'écosystème des médias. Donc là, aujourd'hui, on va parler d'un super sujet qui est la place des femmes dans les médias avec nos 3 intervenantes du jour. Juste après, à 17h, on va avoir une conférence sur le rôle du journalisme scientifique et ce soir sur la définition de l'indépendance des médias. Donc l'idée, c'est de faire tout un panorama des sujets qui intéressent le monde des médias aujourd'hui. Et donc c'est avec plaisir que je laisse la parole à nos intervenants du jour pour cette belle conférence. Merci à vous d'être ici. Merci Daphné, merci Hassen. Bonjour à toutes et à tous. Alors je me présente, je suis Marindou. J'ai cofondé il y a 2 ans Médiane. Médiane, c'est à la fois un studio de design, stratégie et marketing qui accompagne des fondatrices et des fondateurs de médias, mais c'est également un média qui partage gratuitement des ressources à celles et ceux qui veulent monter des projets, et notamment des projets engagés. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer cette table ronde, donc merci Daphné et Hassen d'avoir pensé à nous. À ma gauche, on a la chance d'avoir Anne Mélin des Expertes. Les Expertes, c'est le premier annuaire gratuit, 100% numérique, qui vise à justement faciliter la mise en lumière des expertes françaises, francophones. Anna expliquera bien mieux que moi l'intérêt aussi de la plateforme. Et juste à ma gauche, on a le plaisir d'avoir Anaïs Bouicha de Prenons la Une. Donc Prenons la Une, qui est une association de journalistes qui milite justement pour une meilleure et juste représentation des femmes dans les médias et l'égalité dans les rédactions. Est-ce que je suis bien déjà sur les présentations? Ça va? C'est bon. Alors aujourd'hui, on parle d'un sujet qui, j'ai l'impression, qui est à la une des journaux, à la une des télévisions, mais également très présent, soit de l'école de journalisme jusqu'à vos finalement journaux, articles. La question de la place des femmes dans les médias, c'est un sujet qui revient souvent, mais ce que je trouve intéressant aujourd'hui, on va pouvoir discuter avec nos intervenantes, mais également avec vous, c'est le lien avec l'indépendance. Est-ce que si finalement un média indépendant, d'un point de vue éditorial, d'un point de vue économique, permet justement plus d'opportunités, et de fait, qu'est-ce que ça implique pour les médias, on va dire, mainstream, ou les médias plus établis, notamment d'un point de vue éditorial et économique. Aujourd'hui, je voulais commencer notamment cette table ronde sur un chiffre que certaines et certains d'entre vous connaissent peut-être, qui date d'il y a 2 ans, qui avait été publié dans le rapport Calvez, qui était un rapport sur la place des femmes dans les médias en période de crise. Et ce chiffre, je pense qu'il est assez éclairant sur notre discussion. C'est que 83,4% des personnes apparaissant à la une des principaux titres de presse français sont des hommes. 83,4%. Ça vous fait un peu voilà, ça plante le décor. Et les hommes signent 64,4% des tribunes. Je trouvais ça intéressant, et vous allez pouvoir nous dire aussi ce que ça va dire de nos conversations. On va aborder 3 sujets cet après-midi. Le premier, c'est celui des médias comme lieu de reproduction des inégalités de genre. Après, on s'intéressera beaucoup plus aux médias mainstream, donc les médias établis, les médias dits traditionnels, et de leur rôle finalement dans la diffusion de ces stéréotypes de genre, mais également des moyens pour transformer l'existant. On va essayer d'être un petit peu optimiste et de se dire qu'il y a des façons de faire, il y a plein de façons d'agir, et mes 2 intervenantes aujourd'hui sont justement la preuve que les choses avancent. Et enfin, on s'intéressera à un dernier sujet sur la multiplication des médias indépendants, des podcasts féministes, et finalement aussi la possibilité dans ces médias d'avoir une meilleure représentation des femmes, et finalement aussi d'avoir de meilleurs modèles dans notre société, et finalement aussi pour génération d'aujourd'hui, mais génération de demain. J'aimerais bien donner la parole en premier à ma voisine de gauche. Les expertes, c'est quoi et pourquoi c'est utile aujourd'hui?
Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Je suis ravi d'être ici. Donc, pourquoi les experts sont utiles, hein, c'est ça la question. Les experts sont nés d'un constat partagé qui était que les femmes n'étaient pas suffisamment présentes dans les médias. Et pour répondre à la réponse qu'on nous faisait quand on relevait cette situation, que oui, mais il n'y a pas de femmes expertes. Et donc c'était ce qu'on répondait, il y en a pas, donc on peut pas les inviter. Donc il y a eu d'abord un annuaire papier qui avait été créé, puis qui a ensuite été transformé en annuaire numérique en 2015. Et donc avec le soutien financier de France Télé et de Radio France à l'époque, qui nous a permis de créer une première version du site pour, ne serait-ce que par l'existence du site, répondre voilà. Notre nom d'ailleurs s'appelle les expertes existent, elles sont ici. Parce que oui, elles existent, mais c'est juste que il faut faire un tout petit peu l'effort de sortir de son carnet d'adresses d'il y a 20 ans pour pouvoir les trouver. Aujourd'hui, le site est rentré un petit peu dans le paysage et des nouvelles versions ont vu le jour, et surtout on a reçu le soutien financier de plus de médias, puisque à un moment donné, en fait, plus personne ne finançait ce site. Et on a été obligé de tirer la sonnette d'alarme en disant attention, on va le fermer parce que on n'a pas de financement pour le faire fonctionner. Et quand il a été menacé de fermeture, là, les médias ont décidé de participer financièrement. Et aujourd'hui, on est à 6000 inscrites à peu près. Et à près de 9000 journalistes accrédités. Donc ça commence à devenir un outil d'une part très connu, enfin de plus en plus connu, même si certains continuent d'ignorer son existence, mais de plus en plus connu à la fois par les expertes et aussi par les journalistes. Ça qui est aussi important pour nous, c'est que ça circule aussi dans les milieux des experts pour que elles passent le pas, mais ça on pourra en reparler après sur comment passer le pas de créer une fiche sur le site des experts, qui est une étape importante à franchir. Merci Anna. Je vais parler maintenant à mon autre interlocutrice. Prenons la une. Je ne sais pas si certaines et certains connaissent ici, mais quand on reprend le chiffre des 83,4%, je pense qu'il y a un sujet de prendre la une. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le fonctionnement de Prenons la une et ce que vous faites ? Bonjour à tous, merci beaucoup. Prenons la une, ça date pas d'aujourd'hui, ça date de 2014. C'était un collectif à l'origine qui a été créé par deux journalistes économiques parce qu'elles ont fait exactement le même constat que les experts. Il n'y avait pas assez de femmes dans les médias et en plus elles étaient mal représentées. Et ça, en tant que journaliste, elles n'ont pas pu l'accepter. En bonne journaliste économique, elles ont regardé les chiffres et elles se sont dit que c'était vraiment pas possible. Les chiffres ont évolué, mais pas beaucoup. Donc on continue d'exister et d'intervenir pour faire changer ça. Prenons la une. Donc ce constat, il a été fait. On s'est constitué en association en 2018 pour pouvoir soutenir nos membres dans des procédures judiciaires s'il y avait besoin. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'on voit, c'est que le nombre d'expertes, le nombre de femmes qui sont présentes dans les médias, c'est clairement pas assez. Le rapport Calvez le montre bien. Le Covid a joué, on en parlera tout à l'heure, comme un accélérateur à la fois d'inégalité dans le traitement, mais de parité à l'intérieur des rédactions. Donc c'est un petit peu un effet ambivalent. Mais le Covid, en fait, a fait que démontrer ce que les fondatrices de l'asso et nous, au quotidien, on essaye des choses sur lesquelles on essaye d'alerter les médias, c'est que il y a toujours pas assez de femmes. On veut pas des femmes pour qu'il y ait des femmes. Hein. C'est juste que, en fait, la moitié des cartes de presse aujourd'hui sont féminines. Pourquoi est-ce que ça ne se retrouve pas lorsqu'on grimpe les échelons plutôt dans les rédactions? Pourquoi est-ce que ça ne se retrouve pas dans la direction des rédactions? Et surtout, pourquoi est-ce que ça ne se retrouve pas à l'image, à l'antenne ou dans les pages de nos journaux? Et justement, je pense que ça va faire une transition sur un des premiers sujets qu'on voulait aborder ensemble. On dit souvent justement que les médias, les entreprises sont des sortes de mini-sociétés à plus petite échelle et qu'on peut finalement observer beaucoup de choses, des choses positives, mais des choses aussi très négatives, voire totalement interdites par la loi. Récemment, je pense que ça vous a pas échappé, l'affaire PPDA, donc Patrick Poivre d'Arvor,
je vais pas tout vous réexpliquer, je pense que vous avez pu suivre, mais on a quand même depuis à la fois des violences sexistes, sexuelles qui lui sont reprochées allant de 1985 à finalement très récemment. Je crois que la dernière plainte va en 2014 ou en 2015. Il y a justement un sujet aujourd'hui de se dire que si finalement une personne à qui on reproche justement d'avoir finalement été à la fois une star du JT pendant des années, je pense qu'on a tous et toutes la plupart grandi avec une figure comme ça. Finalement, aujourd'hui, on lui reproche d'avoir finalement harcelé, violé plusieurs dizaines de femmes. Donc ça pose beaucoup de questions sur aujourd'hui, finalement, si ça arrive dans ces grands médias-là qu'on regarde tous et toutes, comment on peut faire finalement en interne pour qu'il y ait un meilleur climat et finalement comment combattre ces violences à l'échelle de notre société quand finalement au sein même des médias qu'on regarde et qu'on consomme, finalement l'égalité et même le respect des personnes n'est tout simplement pas respecté. Ça, à votre sens, comment aujourd'hui c'est quelque chose qui continue d'exister, parce que finalement, voilà, 2014, ça fait quand même, je pense que nos parents parlaient déjà parfois de ces sujets, on prend conscience enfin de ces sujets, mais comment ça se fait aujourd'hui que peut-être que les choses bougent, mais également aujourd'hui qu'on ait les moyens d'agir dans les rédactions, que ce soit sous forme de collectifs, je pense comme Prenons la Une, mais également d'autres formes d'action qu'on peut prendre. Comment on peut faire bouger les choses quand finalement il y a ces sujets qui sont déjà là? Alors, les sujets sont là déjà. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais donc au moment du cœur de cette affaire, il y a eu un complément d'enquête qu'on peut ou pas aimer. On peut discuter du traitement, mais en tout cas, il y a quelque chose qui a été frappant. C'est que les écoles de journalisme savaient ce qui se passait et qu'elles décidaient de ne pas envoyer leurs étudiantes chez TF1. Donc, on a déjà une réaction. Qui n'en est pas une, du coup, qui est une absence de rédaction, mais il y a quelque chose qui couvre. La déferlante MeToo, et notamment donc MeToo Média qui a été permise par l'affaire PPDA, c'est hyper important. Nous, on en a profité chez Prenons la Une en 2019 pour mener une enquête avec Nous Toutes et Paye ton journal. Et les chiffres, on a eu près de 2000 répondants. Je prends mes petites notes parce qu'il y a beaucoup de chiffres. Il y avait 270 rédactions qui ont été citées. 67% des personnes qui ont répondu se sont dit victimes de propos sexistes dans leur rédaction. 49% de propos à connotation sexuelle et 13% victimes d'agressions sexuelles. Ça, c'était en 2019. Donc, clairement, on le sait. Aujourd'hui, c'est des sujets qui ont pris de l'ampleur dans le débat public. On en est ravis. Les moyens d'action, ils sont multiples. On peut pas... il faut absolument changer la représentativité qu'il y a à l'intérieur des rédactions. Plus il y aura de représentativité, donc de parité, moins ce climat, en tout cas, de prédation pourra exister. Il faut aussi que les journalistes se forment à ces questions-là parce que, en fait, on n'est pas tous et toutes de la même époque, on n'a pas tous et toutes les mêmes acquis, on va dire. Et donc, notamment nous, mais d'autres associations aussi, notamment EGAE, proposent d'intervenir dans les rédactions. Il faut absolument se former à ce vocabulaire du harcèlement, de l'agression sexuelle, revoir les pratiques personnelles de certains et certaines, parce que parfois on a des actes et on se dit pas que ça peut être du harcèlement, alors qu'en fait si, ça tombe clairement sous le coup de la loi. Et puis, en fait, les rédactions donc, sont un reflet de la société. Et en fait, le problème, c'est que elles vont refléter ça dans leur production et donc entretenir cette vision du monde et la partager avec leurs auditeurs, leurs téléspectateurs, leurs lecteurs, etc. Donc, pour cela, nous, on fait... alors, je parle vraiment, pour le coup, des actions de Prenons la Une, mais on va dans les écoles de journalisme pour, évidemment, parler de sexisme, de harcèlement, de racisme, discrimination en rédaction, parce que c'est important que les étudiantes et les étudiants sachent que tel comportement n'est pas admissible, qu'il y a des recours, qu'il y a des personnes à contacter, parce que partout, il y a des personnes ressources, mais aussi dans les rédactions, pour leur dire, ce type de vocabulaire-là, non, et ne l'utilisez pas non plus dans vos productions. On a une charte de bonnes pratiques qui a été rédigée en 2014, qui a été renouvelée en 2019, qui a été signée par une quinzaine de rédactions. On en parlera tout à l'heure dans les bonnes pratiques, mais les choses peuvent bouger, mais il faut vraiment qu'il y ait
une volonté des rédactions de pouvoir y arriver, et ça passe par plus de parité, ça passe par de la formation, et ça passe aussi par, alors je vais utiliser un terme qui peut être controversé, j'en sais rien, mais en tout cas d'être de bons alliés. Alliés, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre la parole. Ce n'est pas qu'une affaire de femmes, ce n'est pas qu'une affaire de personnes issues d'une minorité quelconque, c'est l'affaire de tout le monde. Et si on voit un comportement, un propos qui n'est pas approprié, eh ben, levons la main et disons quelque chose. C'est facile à dire, mais on pense que c'est une des choses, en tout cas, à faire pour parvenir à un meilleur climat dans les rédactions. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que c'est un système... en fait, c'est la globalité du système médiatique qu'il faut prendre. Et voilà, nous, on a deux entrées différentes. Moi, je rentre par le volet experte et donc par qui parle, qui sont les invités finalement de ces médias. Toi, tu parles plus de l'intérieur du média, mais je pense que tant qu'on ne prend pas le système médiatique dans sa globalité, puisque ça concerne également la manière dont on parle des choses, etc., c'est important. Je voulais juste peut-être... moi, j'ai du mal à penser que c'est qu'une... Enfin, parce qu'à un moment, tu as dit certaines générations. Et je pense que... C'est pas qu'une histoire de génération. L'exemple de la Ligue du LOL nous montre que ce n'est pas du tout une question de génération. Et qu'ils peuvent être très jeunes et tout aussi... voilà, qui n'est pas formé et pas respectueux de ces règles. Donc je pense qu'il faut qu'on fasse attention et que enfin le travail dans les écoles est déterminant, mais je pense que dans les rédactions il n'y a pas que les plus anciens qui posent problème. Et donc il y a vraiment un travail entier à faire de ce point de vue-là. Alors je rebondis, hein, clairement, ça nous est arrivé de faire des formations et d'avoir beaucoup de mal à parler à parfois un public qui était où il y a pas mal de garçons dans la classe, par exemple, parce qu'en fait ils veulent pas entendre. On a aussi des retours d'étudiantes qui nous disent mais nous on a un groupe dans la classe, ça va pas du tout, ils se disent antiféministes, etc. Il y a des postures, mais alors clairement on a créé le pôle formation en réaction à la Ligue du LOL, justement parce qu'on s'est dit bon, ok. Et effectivement oui, non, c'est vraiment pas du tout une histoire de génération, je suis d'accord. Et j'allais dire là-dessus, pour compléter vos propos, il y a à mon sens non seulement un enjeu de formation justement ce que sont les violences sexistes, sexuelles, et comment, sans le vouloir et sans se considérer comme une personne mauvaise, on peut être amené à faire ça. Aussi d'accompagner notamment les jeunes femmes, mais aussi plus elles arrivent dans leur carrière professionnelle, elles se sentir légitimes à prendre la parole, à monter des projets. Et nous, c'est quelque chose qu'on fait. Médiane, c'est à la fois une agence, mais on a aussi toute une partie d'associatif. On est une association et en fait, on va très souvent dans des écoles de journalisme pour accompagner les jeunes journalistes à se dire que demain, ils peuvent monter des projets au sein de leur rédaction. Et donc, demain, ils veulent lancer un podcast, une newsletter, mais également demain, s'ils veulent lancer un média. Et nous, c'est quelque chose qu'on constate très souvent en fait, de par l'effet de groupe et à nouveau le côté le miroir de la société, c'est toujours les mêmes qui vont prendre la parole, c'est toujours les mêmes qui vont faire des projets qui eux considèrent comme ambitieux, mais en fait nous à chaque fois on les embête d'un point de vue économique sur le business plan pour dire là c'est super, tu veux faire le New York Times mais juste t'as aucun fonds, donc c'est pas possible. Et en fait tout d'un coup on a aussi on va chercher parfois les jeunes femmes à leur dire vous êtes légitimes à le faire, mais justement on va pouvoir vous accompagner à le faire différemment, à trouver les bons alliés, les bonnes alliées, et aussi de parfois dire justement vous êtes capable de le faire. Et ça là-dessus pour moi il y a un enjeu de formation qui est immense, qui est de rendre ça possible, de rendre ça accessible, de transmettre les méthodes, les outils, et de montrer en fait que ça existe, et notamment que après il y a des exemples dans les rédactions et des bons exemples aussi. J'aimerais juste rebondir là-dessus. C'est vrai que on n'ose pas. Évidemment, ça tient aussi à la précarité de nos statuts, parce que parmi les journalistes pigistes, il y a 53% de femmes, il y a beaucoup de temps partiel, il y a beaucoup de CDD. Plus on va grimper, soit dans des postes en CDI, soit qui est un peu le Graal en ce moment, soit au niveau des rédacteurs, rédactrices en chef, directrices de rédaction, etc., on a de moins en moins de femmes. Et du coup, c'est vrai que en fait, on va pas forcément pouvoir dire quelque chose si on n'est pas assuré d'avoir une pige le lendemain ou d'avoir justement un salaire à la fin du mois pour manger. Ça, c'est pour ça qu'on fait des recommandations, mais évidemment, dans les faits, c'est quand même plus compliqué.
Je m'étais noté un chiffre en 2011, j'aime bien avoir toujours des chiffres, donc je vais vous assommer de chiffres. Donc 86,3% des emplois journalistiques à temps partiel en France étaient occupés par des femmes. Ça s'explique aussi énormément sur la représentation de la société. Là, on va pas vous faire un cours de sociaux, mais ça en dit long aussi justement sur après la capacité à avoir, je pense, une plus grande liberté de parole ou à dénoncer, de dire justement, et je pense que c'est tout ce que nous dit l'affaire PPDA aussi, de peur de parler parce que tout simplement peur de perdre son travail, notamment dans un milieu comme celui du journalisme où les statuts sont précaires, mais également, moi là-dessus, je pense que comme de nombreuses personnes qui ont évolué dans les médias, ça fait 15 ans que j'entends que de toute façon, demain il y aura plus de journaux, et demain il y aura plus de journalistes, il y aura plus de médias et que plus personne ne lira rien. Heureusement, ça fait 15 ans qu'on dit ça et j'ai l'impression qu'on n'a jamais autant consommé de l'information sous toutes ses formes. Donc heureusement, il y a de l'espoir. Mais là-dessus, c'est vrai que je pense que si on parle notamment maintenant un peu plus des médias établis et des modèles qu'on voit aussi aujourd'hui, c'est pas simplement un reflet de la société, c'est que aussi dans les grands médias, et grands au sens de leur capacité à toucher un grand public, une audience plus large, finalement. C'est le cas de l'affaire PPDA, mais il y a des questions similaires dans des groupes télévisuels comme Radio France, comme France Télévisions, où il y a des vrais sujets, mais également dans des groupes privés. On pourrait également parler justement de tous les groupes qui sont actuellement ou titres qui sont rachetés par des milliardaires, par certains milliardaires bretons, disons ça au hasard. Et aujourd'hui, en fait, c'est pas qu'une question de ligne éditoriale, de modèle économique, mais de pratique aussi de management. Et évidemment aussi, les femmes sont souvent les premières concernées. Et ça fait un peu un effet, je pense, ricochet là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui dans ces, on va dire, médias assez établis, installés, pour faire changer les choses aujourd'hui? Anna. Donc moi je pense que effectivement le fait de leur démontrer que les expertes existent, que les femmes peuvent être expertes de leur sujet, puisque tout à l'heure tu disais dans le rapport, non, c'était pendant le Covid, donc il y avait eu une étude du CSA Arcom sur la représentation des femmes pendant le Covid dans les médias, et sur le peu de femmes qui intervenaient, en plus, elles n'intervenaient que pour faire du témoignage. C'est-à-dire que c'était jamais la médecin, la secouriste ou je sais pas quoi, c'était la mère de famille qui devait expliquer comment elle gérait son travail et les devoirs en même temps. Et donc si en plus on met ça en rapport, on se rend compte que vraiment les femmes expertes à ce moment-là étaient complètement. Et donc on se rend compte que dans une période de crise, alors même qu'on était, on commençait à bien avancer, on progressait. Et que en période de crise, bim, régression totale. Les femmes sont là pour parler de la popote et des enfants. Donc, je pense que avec des outils comme Prenons la Une, comme les expertes, on fait la démonstration que les femmes existent, que les femmes sont tout aussi compétentes. Nous, on fait également un travail en direction des femmes qui sont inscrites sur notre site pour les convaincre, pour lutter contre l'autocensure, donc les convaincre d'accepter les propositions d'interviews qu'on peut faire, que peuvent leur faire les journalistes, et pour les convaincre qu'elles sont légitimes à parler. Et c'est pas forcément évident, on regarde du poids que la société fait peser sur nous, mais on fait aussi attention à ne pas trop en faire sur ce sujet, parce que on voudrait pas porter, donner de l'eau au moulin à tous ceux qui disent mais non, on veut bien inviter des femmes mais elles savent pas parler à la télé, elles vont se planter. Moi la dernière fois j'ai invité une femme, elle a pas su parler, du coup j'invite plus de femmes. Et donc moi, je dis à ce journaliste, mais enfin, quand un homme n'arrive pas à parler, vous arrêtez pas d'inviter les hommes. Bon les bras m'en sont tombés, mais il y a encore des choses, des personnes aujourd'hui, des journalistes qui peuvent nous répondre ça. Donc nous, on veut pas non plus en faire 3 tonnes sur les femmes qui sont inscrites sur notre site, font toutes plein de média training parce que en fait elles savent, il y a autant de femmes qui savent parler que des hommes, et c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est l'évolution des mentalités, à mon avis, et je pense la question globale, c'est-à-dire, comme on disait, on peut pas porter seulement la question de la visibilité des femmes sans que les questions d'encadrement en interne et de politique interne soient posées également.
Et je sais qu'il y a quand même pas mal de médias avec lesquels on est partenaire qui font ce double travail, c'est-à-dire qui sont rentrés par la porte des expertes, qui ont commencé à sensibiliser leurs équipes en soutenant le projet des experts, en faisant circuler l'information, et qui petit à petit ont passé des étapes et qui maintenant questionnent la place des femmes dans leur rédaction, le traitement médiatique des violences sexistes et sexuelles, les féminicides, etc., etc. Donc je pense que la porte d'entrée peut être celle de l'interne qui va ensuite déborder sur quelle place on donne maintenant, parce que plus on donnera de la place aux femmes dans les rédactions, plus on en donnera dans les colonnes et sur les plateaux. Et inversement, plus on aura conscience que c'est un sujet sur les plateaux, plus on aura conscience que c'est un sujet aussi en interne. Donc je pense que les deux se répondent et que les deux portes amènent au même point, quoi. Eh bien oui. On est je suis complètement d'accord. Il y a aussi, nous on aime bien être un petit peu, on a envie de compter sur les bonnes volontés, mais parfois ça suffit pas. Et du coup, comme on parlait du rapport Calvez, ce qui est hyper intéressant, c'est que à la suite de ce rapport, il y a eu 23 préconisations qui ont été formulées, parmi lesquelles créer un observatoire de la parité, par exemple, renforcer le rôle de l'Arcom, parce qu'aujourd'hui, l'Arcom, ça existe, c'est bien, mais parfois, c'est pas suffisant, et conditionner les aides à la presse au respect de la parité. Ça, c'est vraiment une proposition que nous, on va soutenir, qu'on a déjà portée devant le Sénat, parce qu'en fait, parfois, si on tape pas au porte-monnaie, il n'y a pas grand-chose qui va bouger. En revanche, effectivement, donc ça, c'est vraiment pour les médias récalcitrants qui n'acceptent pas de regarder un petit peu chez eux avant de critiquer ailleurs. En revanche, ce qui est super, c'est que tout à l'heure, je vous parlais de notre charte. Il y a énormément de médias aujourd'hui en France et de groupes de médias qui ont créé les leurs. On a La Voix du Nord, par exemple, on a Ouest France, on a Centre France, le groupe Centre France, on a le Dauphiné aussi. Ce sont des chartes de bonnes pratiques et effectivement, c'est ce que tu disais, ça réfléchit et sur l'extérieur et sur l'intérieur, donc et sur la composition de leurs équipes et également sur la manière dont il et elle traitent l'info. Quelle place est donnée aux femmes dans le journal? On va prendre ça parce que ce sont des journaux de presse écrite, des groupes de presse écrite. Quelle photo, quel titre, dans quelle rubrique on va aussi classer les infos, parce que quand on parle notamment de violences sexistes et sexuelles, on va les traiter en faits divers, alors qu'il s'agit de faits de société. Tout ça, ça participe à mieux visibiliser, mieux représenter dans les contenus comme dans les rédactions. Et une dernière chose, il y a aussi, ce qui est très bien, c'est des outils de mesure. Ça nous vient à l'origine de l'étranger. On parlera peut-être aussi du rôle de Gender Editor après. Mais parmi les choses qui nous viennent de l'étranger, notamment des pays anglo-saxons, on a des outils de mesure qui ont commencé autant en Suisse, pas anglo-saxon, je sais, et au Financial Times aux États-Unis, où en fait les médias vont compter tout simplement le nombre de femmes dans leurs colonnes. C'est bête et méchant, mais ça fonctionne. Et du coup, il y a Ouest France, Les Échos, Le Monde, qui le font aussi à leur manière, mensuellement, trimestriellement, peu importe. Mais c'est des choses qui sont... si elles ont été mises en place, c'est que c'est pas sorcier non plus, et qui vont permettre aussi de se rendre compte des inégalités, parce qu'il y en a, faut pas se leurrer, et du coup d'y remédier. J'allais justement vous demander comment on fait respecter ces chartes, parce que je pense que pas mal d'entre vous ont vu récemment aussi de nouvelles chartes qui sont arrivées, notamment à l'initiative du média indépendant Vert, qui s'appelle la charte pour un journalisme à l'heure de l'urgence écologique, justement un petit peu comme le même sujet que sur les femmes, mais quand on parle de canicule, on va pas juste mettre une photo d'un enfant avec une glace sur la plage. Quand on vit la canicule à Paris notamment, vu qu'on est ici aujourd'hui, on n'est pas sur la plage avec une glace et on est plus en train de souffrir et de se demander pourquoi ça crame, plutôt que de se dire génial, une bonne glace. Comment on fait aujourd'hui pour être cohérent quand on pose une charte pour qu'elle soit respectée? Est-ce que justement c'est le rôle des personnes, ça commence doucement en France, mais des personnes qui sont en charge des questions de genre, c'est le cas à Mediapart, c'est le cas de pas mal de travail qui a été fait, un travail qui a été fait à l'AFP. Comment on fait pour qu'une charte soit respectée? Alors déjà, il faut quand même qu'elle soit signée.
Parce que nous, on adore faire des chartes, mais c'est quand même très compliqué de les faire signer. Là, je pense que la charte écologiste, c'est ça, enfin, je sais plus exactement le terme qui avait été employé, mais elle a été signée parce que, en fait, c'est juste incontournable et ce serait ridicule de ne pas le faire. Nous, on a proposé, par exemple, une charte pour un traitement antiraciste de l'actualité. Ça a moins pris. Hein. On nous a dit non, nous on signe pas de charte, on n'est pas comme ça. Donc déjà, il faut quand même la faire signer la charte. Et deux, en fait, aujourd'hui, il n'y a pas d'outils qui peuvent obliger les rédactions à le faire. C'est-à-dire, il faudrait s'engager sur des chiffres, sur des mesures, mais on peut faire une charte, mais avoir toujours un traitement qui soit pas adéquat. Là, il va y avoir de la vigilance de la part notamment des associations, du public aussi, parce que les lecteurs, les lectrices, les téléspectateurs, etc. En fait, ça vient aussi de vous, parce que faut être aussi intransigeant avec ces médias, c'est normal. Mais en tout cas, aujourd'hui, on n'est pas sûr que c'est vraiment, je pense, au bon vouloir et des médias qui vont signer ces chartes. Et je pense aussi que la charte n'aura d'effet que si elle est portée en interne du média. C'est-à-dire que si une personne un peu seule dans son couloir décide de signer une charte, alors ça va être accepté parce que ça peut faire bien et parce qu'on fait un petit coup de com' dessus. Mais si la rédac, les différents métiers de la rédac ne sont pas associés à la construction de cette charte et à l'adoption de la charte, elle aura aucun effet. Et donc je pense que le tout, c'est une construction commune qui fait, et c'est ce qu'on voit aussi pour les experts, c'est-à-dire que quand c'est une personne toute seule, je sais qu'il y a un média avec qui on est partenaire, c'est la responsable RSE qui est en charge du partenariat. Elle a pas énormément de poids dans son média et elle dit moi je me bats un peu toute seule dans mon média. Donc ça a beaucoup moins de poids que dans des médias où le partenariat avec les experts est porté par la direction du média, par la direction de la rédaction et qui du coup emmène alors autant que faire se peut, parce qu'il y a des rédacs qui sont lourdes à emmener, qui sont des grosses machines qu'on n'emmène pas si facilement, mais en tout cas quand la volonté vient d'une structure décisionnelle en interne, et ça c'est comme pour la charte, à mon avis ça marche mieux, quoi. Je réagis, et c'est complètement vrai aussi pour ces rôles de gender editor, de responsable de violences sexistes, parce que ça existe dans des rédactions. Il y a une personne, en général une femme, qui est responsable de tous les sujets qui sont liés au genre. Ça ne peut pas reposer sur les épaules d'une seule personne, en fait. C'est pas possible, parce que en fait c'est lourd. Ce sont des sujets effectivement qui doivent être pris à bras le corps par l'entièreté de la rédaction, à commencer par son plus haut niveau, et parce qu'on risque de faire fuir ces journalistes-là, parce que si on leur met toute cette pression sur les épaules, en fait elles vont pas tenir, et du coup alimenter tous les chiffres sur le burn-out, la surcharge de travail, etc., que pourtant on dénonce. Donc c'est pas non plus, il faut que les directions de rédaction tiennent leur parole et signent pour quelque chose. Oui, parce que j'ai l'impression en fait qu'on a à la fois le sujet de les personnes en tant qu'individus qui peuvent se coaliser, se retrouver dans des associations, parfois dans des syndicats également, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette question de la direction qui est pareil. Les chiffres là-dessus sont assez clairs. Il y a peu de femmes encore aujourd'hui, malgré les évolutions récentes, qui sont directrices de la publication, qui sont directrices de la rédaction. De plus en plus de rédactrices en chef, mais ça reste quand même encore aujourd'hui minoritaire. Et qu'est-ce que vous pensez là-dessus? Parce qu'on peut interagir, on peut intervenir sur accompagner les personnes individuelles, les journalistes, qu'elles se sentent expertes elles aussi de leur sujet. On peut accompagner les directions. Qu'est-ce qu'on fait du public dans ces cas-là? Est-ce qu'il y a une prise de conscience? Est-ce que justement ça peut être attrait au modèle économique aussi de ces médias-là qui finalement dépendent pas toujours de leurs lecteurs? Comment on peut faire prendre conscience aussi que finalement les lecteurs ont un rôle à jouer là-dedans? Alors moi je suis pas spécialiste des médias, je suis pas spécialiste des médias en général, mais même des médias qui dépendent pas du financement de leurs lecteurs, j'imagine que ils ont quand même intérêt à être lus.
Donc, je pense que l'avis des lecteurs les intéresse, et je pense que la seule solution, c'est que les lecteurs et lectrices se manifestent. Et je sais qu'il y a un média qui a fait l'objet qui a reçu un certain nombre de courriers de la part de ses lectrices qui disaient non mais attendez, on en a marre de voir des hommes en cravate dans vos pages. À un moment donné, on est 50% de la population, on n'existe pas dans votre journal. Et donc, à force de recevoir des courriers des lectrices comme ça qui se manifestaient, le média est obligé à un moment donné de se dire bon, ok, il y a un souci, on va changer. Donc, les lecteurs, les lecteurs, lectrices et utilisateurs des médias doivent être plus acteurs et actrices de leurs médias, et que s'il y en a un qui leur convient pas parce qu'il respecte rien et qui traite mal ces sujets-là, on arrête et puis on passe à un autre. Et puis, vu toute l'offre dont tu parlais, à un moment donné, les médias sont obligés de se confronter à la réalité et à essayer de répondre aussi aux attentes de leur public. Totalement. C'est ce qui est bien aussi. Alors, on en pense vraiment ce qu'on veut, mais notamment de Twitter. On a des réseaux sociaux et ça sert aussi à ça. Il y a d'autres médias là très récemment qui se sont, qui ont dû changer des photos ou des images, des titres. Parce qu'en fait, ils ont été tellement interpellés par leur lectorat qu'en fait, le traitement de ces articles-là n'est pas du tout passé. Alors, ça peut mener à deux choses. Soit on a un changement qui est, vertueux, c'est-à-dire, on comprend qu'on n'a pas bien fait, on change et on change vraiment notre manière de faire. Soit c'est juste pour pas faire du bad buzz. Dans les deux cas, pour moi, c'est bien parce qu'en fait, du coup, on va changer son traitement de l'info. Et j'ai complètement oublié la deuxième chose que je voulais dire sur ce que tu... je me suis laissée emporter. C'est pas très grave. Mais en tout cas, oui, je pense que c'est... Ah oui, si. Pardon. Et du coup, je fais un petit pas de côté, mais d'où l'importance de l'éducation aux médias. Alors... évidemment, c'est dans les écoles, au collège, au lycée. Donc, on forme vraiment les citoyens de maintenant, mais quand même les futurs citoyens parce qu'ils peuvent pas encore voter. Mais ce qui est bien, c'est que en général, les élèves, ils ramènent ça à la maison. Et les parents, ça amène des discussions. Et donc, je trouve que l'éducation aux médias, pour développer l'esprit critique et le sens critique, c'est hyper important et leur montrer qu'il n'y a pas que 5 médias possibles, que 5 manières de s'informer. Il y en a plein. Il faut faire attention à la manière dont on s'informe parce que trouver une vidéo sur YouTube, excusez-moi, mais c'est pas toujours de la bonne info. Donc c'est important de savoir d'où vient l'information. Mais ensuite, de prendre une même actualité, voir comment elle est traitée par plusieurs médias. En fait, c'est ça qui va nous forger aussi à être de bons consommateurs d'informations, alertes, critiques, et du coup de pouvoir demander des comptes aux médias qui nous informent. Ça, c'est tout à fait logique. Je suis d'accord que l'éducation aux médias, on n'en a pas parlé, mais c'est quelque chose de déterminant. Et ça rejoint un petit peu ce que je disais sur le sens critique, en fait, qu'il faut qu'on ait vis-à-vis des médias. Et notamment à l'heure de toutes les difficultés sur la désinformation et sur les fake news, etc. Réussir à passer le fil d'une éducation média qui permet de détecter ce que c'est qu'un média d'information, comment détecter une fausse nouvelle qui circule ou pas, et comment et en même temps rester critique vis-à-vis de ces médias mainstream et qui sont classés dans les médias qui diffusent pas normalement de fausses informations. Ça, c'est un apprentissage qui est déterminant et qui se commence dès l'école, et je sais qu'il y a un gros travail du Clémy notamment. Il y a un travail actuellement qui est important sur l'éducation aux médias. Et j'allais dire aussi de la représentation qu'on peut avoir dès l'enfance. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours choqué, mais je pense que vous avez ça si vous avez des petites nièces, des enfants, des filles, des petites filles dans vos entourages. Souvent, quand vous arrivez au kiosque, il y a pas 36 possibilités. Alors oui, il y a le magazine Rose Barbie avec plein de jouets en plastique assez criards, et sinon vous avez, on va dire, le magazine intelligent qui s'adresse majoritairement à des garçons. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse pas mal, parce qu'on avait pu accompagner la fondatrice d'un magazine qui s'appelle Chica, qui a été lancé il y a 4 ans maintenant, qui est le premier magazine papier à destination en majorité des petites filles. Il y a plein de petits garçons qui peuvent le lire, mais l'idée, c'était justement, elle avait travaillé des années à Science et Vie Junior. J'ai lu Science et Vie petite, mais c'est vrai que c'était j'avais Barbie Magazine d'un côté et Science et Vie, j'avais enfin l'impression d'apprendre un peu des trucs intelligents, et justement elle a lancé
lancé ce projet parce qu'elle disait mais j'ai envie de montrer aux petites filles que oui, elles peuvent devenir astronautes, elles peuvent devenir des grandes artistes, elles peuvent devenir présidentes de la République, et tout d'un coup de changer aussi les imaginaires et pas de se dire bon bah si c'est pour les filles ça va être bon, désolé pour Barbie, mais Barbie Magazine, et pour les garçons, on va leur apprendre à faire des choses intelligentes, à parler de science, et tout d'un coup aussi à pouvoir ouvrir finalement les yeux, les parcours possibles, mais également pour les parents de se retrouver pas face au kiosque un peu démunis en se disant mais comment on va pouvoir faire pour donner des choses un peu intelligentes à nos enfants. Donc c'est vrai que finalement l'éducation ça se passe aussi dans la consommation, j'imagine, des lecteurs. Ouais. Alors là, j'ai l'impression que ça évolue. Enfin, je connais pas avant, mais en tout cas, moi, j'ai 2 enfants de 6 et 4, et du coup, je suis en plein dedans. Et je trouve que les bouquins qu'on leur fait lire, ou même j'aime lire maintenant, etc. Ils font vraiment des gros efforts. Enfin, en tout cas, c'est très inclusif, quoi. C'est-à-dire que les filles vont être astronautes, je sais pas quoi, y compris après en termes de voilà, il y a toutes les couleurs de peau, il y a y compris dans les petits docs. Bah, moi, on lit beaucoup de petits docs à la maison, voilà, une collection de documentaires. Et maintenant, c'est vraiment très très varié. Même si ce que je reproche toujours, c'est qu'on parle toujours, au lieu de parler des humains, on parle des hommes. Et donc, moi, à chaque fois quand je lis, je suis obligé de transformer les humains, parce que sinon, on parle que des hommes. Mais sinon, je trouve que de ce point de vue-là, ça évolue. Alors, peut-être pas dans le kiosque, voilà, sur les petits magazines, mais J'aime lire, par exemple, qui est quand même lu pas mal par les petits. Ça progresse beaucoup de ce point de vue-là. Et il ne faut pas oublier dans le spectre de la presse française et la presse féminine, dont on parle jamais, c'est vrai, hein, mais en fait, quel rôle elle a joué là-dedans aussi, ça c'est vraiment un sujet qui enfin, il faut vraiment que j'y m'intéresse encore plus, mais il ne faut pas l'oublier, parce que c'est vrai que quand on parle des médias mainstream, la presse féminine, elle est vraiment partout, ça va du Elle, ça va à Version Fémina, au Féminin qui a eu un petit temps, un tournant féministe, et puis après, ça c'est reparti. Mais c'est une vraie presse qu'on lit. Alors oui, pour se vider la tête, hein, moi clairement à chaque trajet en train, je prends mon petit magazine féminin, hein, ça fait plaisir. Mais en fait, il faut aussi avoir un regard critique sur ce qu'on y lit, parce que il y a notamment, alors je crois que c'est plutôt Elle et Marie-Claire où il y a vraiment des beaux reportages, des belles enquêtes, mais bon, elles sont complètement paumées entre 3 milliards de choses à vendre et à acheter, et quelle image on nous donne aussi de la femme, quelle image on nous donne de la représentation, et voilà, et à la tête de ces magazines en général, ce sont aussi des hommes. Mais ça mériterait un autre table ronde, ça. Je trouve que ça fait aussi une bonne transition sur la suite, c'est que on peut voir depuis quelques années qu'il y a quand même eu un énorme renouveau de la presse, des médias, pas seulement en ligne. C'est ça que je trouve extrêmement intéressant. Je sais que souvent, quand on commence nous à accompagner des gens, les gens nous voient arriver, on a à peu près tous entre 25 et 30 ans, donc ils nous disent bon, de toute façon là, nous on fait du papier, donc vous comprenez pas, non? Et on dit si, en fait, parce que justement, quand on a passé toute la semaine sur son téléphone portable, sur son ordinateur, qu'est-ce qu'on est content de couper son téléphone portable et son ordinateur pour se plonger dans du papier, dans du beau papier, mais justement aussi avec d'autres formes de représentation. Et là-dessus, je serais assez curieuse de vous entendre sur justement à la fois les nouveaux médias, les nouvelles pratiques, parce qu'il y a aussi, c'est pas parce que le média est nouveau que les pratiques sont bonnes aussi. Moi là-dessus, si je vous partage un petit peu mon expérience. Je suis passée par des médias assez traditionnels, notamment par France Info à Radio France, et finalement j'ai toujours eu plus envie, mais après j'ai compris pourquoi, de me dire non, mais je vais plutôt accompagner des gens à lancer leurs projets, je vais pas forcément aller dans des rédactions existantes parce que le climat est un peu lourd parfois, et finalement aussi de voir que beaucoup de personnes montaient des projets, beaucoup de femmes montaient des projets, et nous aujourd'hui on s'est amusé à compter un petit peu le nombre de porteuses de projets qu'on avait dans les médias qu'on accompagnait, et on a 2/3. On a 60 en gros, une soixantaine de médias qu'on a accompagnés depuis 2 ans, et 2/3 des personnes qu'on accompagne sont des femmes. Et alors après, moi, quand on me dit, il n'y a pas de femmes dans les médias, je dis, j'en vois tous les jours, et elles gagnent leur vie, elles développent des projets, ça fonctionne bien. Aujourd'hui, comment on fait non plus pour pas se retrouver avec, je vais prendre des gros médias complètement vides des personnes qui défendent des choses intéressantes, et c'est, je pense, valable pour les questions féministes, mais c'est valable pour beaucoup de questions liées à la justice sociale, liées à l'écologie. Comment on fait pour que ces personnes, qu'il en reste quand même encore un peu dans les médias, on va dire, établis, et que ces personnes, et moi je suis contente quand elles montent des projets, elles viennent nous voir, mais comment on fait pour qu'il y ait aussi des gens qui continuent de rester dans les médias
établis pour justement changer ces pratiques et que quand on allume le journal de 20h, on tombe pas de sa chaise? Oui, c'est toute l'ambiguïté de ce souci. En fait, on a des nouveaux médias qui sont enthousiasmants, vraiment. On a des nouveaux formats, on a une nouvelle manière de consommer de l'info, de faire de l'info aussi. Quand je dis info, c'est pas que de l'actualité, évidemment. C'est du documentaire, c'est de l'enquête, c'est du témoignage, avec des nouveaux récits. Non, plutôt pas des nouveaux récits. Des récits qu'on n'écoutait pas ou qu'on n'entendait pas jusqu'à présent. Des représentations qu'on n'avait pas non plus, qu'on nous donnait pas. Sauf que, en fait, effectivement, la majorité des gens vont pas. Alors, ça reste des médias confidentiels parce que nouveauté, parce que petit réseau pour l'instant. J'espère que ça grossira évidemment, mais qui sont accessibles à tous, mais en fait auxquels tous n'accèdent pas parce que on sait pas que ça existe, on n'a pas telle application. Donc en fait, c'est vraiment à double tranchant parce que on a un nouveau porte-voix qui est vraiment vraiment génial. Et de l'autre côté, effectivement, le risque, c'est que les personnes discriminées, donc c'est vraiment un terme qui englobe beaucoup de discrimination, désertent un petit peu les médias traditionnels, les grandes rédactions, parce qu'en fait on est fatigué, parce que on n'a plus envie de se battre. Et là, je pense que il y a vraiment quelque chose en jeu pour les rédactions elles-mêmes, parce qu'en fait, c'est pas non plus judicieux d'avoir des rédacs complètement sur un même modèle, qui vont raconter une même histoire, d'un même ton, avec un même prisme. Parce qu'en fait, finalement, ça va commencer à lasser les gens. Et il y a aussi un autre point qui est la nouveauté de ces modèles économiques et de ces nouveaux médias. Parce qu'en fait, parfois, c'est très compliqué en tant que journaliste de pouvoir bosser pour ces médias-là, parce que les piges sont pas... je sais pas si vous voyez ce que c'est une pige. C'est quand un journaliste n'est pas en CDI, pas en CDD, mais qu'il est salarié du média et qu'on le paye soit au reportage, soit à la journée de travail, en gros. Et donc c'est pas forcément très bien rémunéré, c'est pas forcément hyper régulier non plus. Donc en fait ce qui paye aujourd'hui plutôt pas mal et qui embauche beaucoup de journalistes, ça reste les médias mainstream. Donc c'est bien parce que ça permet d'entendre autre chose, de voir autre chose. Mais voilà, je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait que ça, et il ne faut surtout pas que du coup les autres médias se désintéressent de ces questions-là, parce que non mais c'est bon, elles sont traitées en podcast, c'est traité dans ce magazine-là, c'est traité dans cette newsletter. Si les gens veulent avoir ces infos-là, ils iront là-bas. Non, parce que c'est des informations sans être militant, qu'on aimerait bien avoir. Voilà, peut-être au journal de 20h, dans Le Monde, parce que oui, non, Le Monde n'est pas non plus irréprochable, par exemple, ou dans dans tout autre journal qu'on ouvrira et qu'on trouvera très facilement en kiosque, par exemple. Oui, moi je suis d'accord pour dire que c'est important que les gens qui... Après, c'est facile à dire parce que je suis pas dedans et je pense que c'est épuisant au bout d'un moment, effectivement. Mais je pense effectivement qu'à un moment donné, si toutes les personnes qui ont envie que les choses bougent se disent nous on va créer notre média parce qu'au moins on sera safe, donc on sera bien. Alors après, on peut être safe sur les questions féminisme et pas forcément sur les questions RH, temps de travail, contrat, etc. Donc, médias indépendants, ça veut pas dire forcément respect des droits du salarié. Donc, je pense qu'il faut aussi faire attention à ça. Mais je pense qu'il faut pas déserter les endroits, les médias qui sont les plus lus, les plus écoutés, les plus regardés, parce que sinon on laisse la place, quoi. Mais je pense que l'intérêt de cette émergence de nouveaux médias, de nouvelles formes, etc., met une certaine pression sur les médias existants, qui n'ont pas non plus envie de voir tous leurs bons journalistes ou toutes leurs bonnes journalistes s'enfuir, oui, des fois à toutes jambes pour aller faire autre chose, et que à force de leur mettre la pression, ils sont obligés de faire changer leurs pratiques. Donc quoi qu'il arrive, c'est bien que moi je trouve que ne serait-ce que pour une diversité de points de vue, etc., c'est bien que toutes ces choses existent. Il faut juste faire attention à ce qu'on laisse pas juste les vieux hommes blancs diriger et être les seuls à être présents dans les médias, quoi.
Oui. Est-ce que juste, parce que j'ai lu quelque chose en arrivant, la semaine dernière, il y avait les états généraux de la conférence des écoles de journalisme. Donc en gros, c'est les 14 écoles de journalisme reconnues par l'État, puisqu'il y en a énormément d'autres qui sont très très bien, qui se réunissaient la semaine dernière avec des associations, des étudiants, etc. Et il y a eu une petite enquête qui a été faite auprès des étudiantes et des étudiants, et énormément d'entre eux, je ne veux pas vraiment me tromper dans le chiffre, donc je vous incite à aller le regarder, mais leur priorité en fait en entrant dans la vie professionnelle avait changé. Aujourd'hui, ils et elles veulent avoir un bon équilibre entre vie pro et vie perso, donc ne plus travailler jusqu'au burn-out, hein, parce qu'en fait ça arrive à beaucoup de jeunes journalistes, et être en accord avec les valeurs de son média. Et du coup, ça, je pense que c'est hyper parlant, parce qu'en fait, c'est exactement ce que tu disais, c'est que si ils et elles sont pas OK avec le traitement de l'info, en fait, ils n'hésiteront plus à partir. On n'a plus aujourd'hui, alors c'est une enquête qui a été faite sur 1 millier de jeunes, hein, donc évidemment, je parle pas de tous les journalistes de France, mais voilà, on commence à se rendre compte que on peut plus traiter l'info n'importe comment, qu'on a des valeurs et que des obligations aussi, évidemment, déontologiques, et forcément, ça va arriver tout en haut des rédacs, en fait, parce que c'est pas possible que ce qui anime aujourd'hui les équipes, les reporters, etc., ne puisse pas à un moment donné monter. Le problème, c'est quand. Oui, si on prend justement l'émergence de pas mal de nouveaux médias, vous pouvez voir, peut-être que vous en connaissez certains, mais on voit notamment depuis 4 ans, depuis 5 ans, mais notamment aussi depuis MeToo, pas mal de personnes qui ont monté leurs projets. Je pense notamment au magazine féministe La Déferlante, que peut-être certains d'entre nous connaissent ici. C'est un magazine en fait qui a été lancé il y a 4 ans, justement officiellement, ils ont commencé à travailler dessus il y a 4 ans, mais c'est lancé depuis janvier 2021. Et c'est notamment des anciennes de l'UMA, c'est des anciennes de Courrier International. Et c'est un projet que je connais bien parce qu'on les accompagne depuis. Et moi, je me souviens, dans les premières fois où j'avais entendu parler de ce sujet, j'en avais parlé un peu à mes parents, et ils me disaient « mais un média sur le genre, les féministes, les révolutions féministes, mais ça intéresse qui, en fait ?» Et vraiment, je dis, en vrai, je pense que ça intéresse quand même pas mal de gens, quoi. Enfin, déjà, moi, ça m'intéresse, donc je dois pas être la seule folle en France à être intéressée par ça. Et aujourd'hui, La Déferlante, c'est 10 000 exemplaires à chaque fois en librairie. Je ne sais pas si tous les médias pourraient se permettre de lancer chaque trimestre un nouveau numéro d'une aussi grande qualité journalistique, avec un attachement comme elles ont notamment sur leur communauté, parce qu'on parlait du modèle économique, de la question de l'indépendance. Vous regardez tous ces nouveaux médias, très souvent ils ne veulent pas avoir la publicité. Pourquoi ça reprend, je pense, les sujets qu'on avait aussi en introduction sur ça. C'est à nouveau un miroir de on n'a pas envie d'avoir la pub sur la nana qui va parler de non, il n'y a pas d'épilation, ou tiens, Total, ou voilà, des trucs très clichés finalement, et des représentations qu'on n'a plus forcément envie de voir dans les médias. Et ce qui est intéressant, et nous on le voit notamment dans les projets qu'on accompagne, c'est énormément de médias qui se lancent en cherchant en fait à avoir beaucoup plus le soutien de leurs lectrices et de leurs lecteurs. Ça passe par de l'abonnement, ça passe par du don. Il y a des vrais médias qui fonctionnent très bien avec le don. Vous pouvez regarder ce que fait notamment Reporter. Ça fait des années que ça marche. Ils embauchent des journalistes et en fait ils dépendent que d'une seule personne. Finalement, c'est leur lecteur. Mediapart a très bien réussi ce pari. Il y a la question aussi de nouveaux modèles économiques qui sont souvent aujourd'hui plus dans des modèles anglo-saxons ou du nord de l'Europe, qui sont les modèles de l'adhésion. Donc c'est-à-dire que c'est gratuit, mais on permet aussi finalement à vos lecteurs d'adhérer à un projet. C'est pas juste le média rend un service, mais tout d'un coup, j'adhère à un socle de valeurs, j'adhère à une façon de fonctionner, j'adhère aussi à un respect d'un point de vue ressources humaines, du droit du travail, du temps aussi que chaque personne a le droit d'avoir en dehors de son travail. Et là-dessus, moi je sais que je suis optimiste sur ce qui se passe dans les médias établis, sur la capacité à changer aussi justement quand il y a des incitations financières, mais je suis d'autant plus optimiste aussi quand je vois les nouveaux médias ou des médias qui sont lancés il y a 4-5 ans, qui sont aussi très inquiets de se dire qu'ils vont répéter ce qu'ils ont eux-mêmes connu dans les médias, et ça peut arriver très vite, tout simplement aussi parce que moi je sais que par exemple j'ai pas fait d'école de journalisme, parce que quand je suis arrivée en école, j'ai vu la maquette pédagogique là, vous inquiétez, qu'est-ce que vous allez faire de vos études et de votre vie, et en fait il y avait rien en fait sur c'est quoi les modèles économiques, c'est quoi les droits et les devoirs aussi d'un journaliste, est-ce que
même si ça me passionne, ça veut justifier que je reste jusqu'à minuit le vendredi soir ou que j'apporte, je sais pas, le thé à mon patron tous les matins. Non. Le droit du travail doit aussi être respecté dans ces structures-là. Personne ne doit y échapper. Mais là-dessus, je pense qu'on peut être assez optimiste sur justement le lien avec ces nouveaux projets. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous conseillerez justement parce que j'ai été aussi assez choquée de ce qui s'est passé à la conférence des écoles de journalistes, de se dire mais oui, il y a des gens qui ne veulent plus travailler dans ces médias. Qu'est-ce que vous conseillerez justement à des personnes qui veulent se lancer dans des médias, qui sont journalistes, à d'avoir en tête, ou en allant dans des médias établis, ou finalement en rejoignant des médias indépendants? Ce serait quoi vos conseils? Est-ce que, avant de répondre, je peux juste faire un petit point sur Reporter, parce que c'est vraiment hyper intéressant. Hier, on avait une table ronde sur l'argent. Et on a appris plein de choses sur nos droits. Donc ça, c'est vraiment un bon point de connaître ses droits. C'était Prenons la Une, et du coup, c'était ouvert à toutes et tous. Voilà. Et donc beaucoup de journalistes, pigistes ou non, en CDI, CDD, etc. On avait une représentante, une des red chefs de Reporter. Et en fait, leur modèle est assez génial parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de personnes qui sont passées en CDI. En fait, ils ont une rédaction en chef tournante, c'est-à-dire qu'il y a 4 rédacteurs et rédactrices en chef, 1 par semaine, ce qui permet d'avoir un autre œil sur le traitement de l'actu et que ce soit donc pas complètement la vision du directeur de la rédaction, parce que je crois qu'ils en avaient un petit peu marre du nucléaire, il me semble. Et aussi un aménagement des horaires, notamment pour les personnes qui ont des enfants. Et ça, c'est hyper important aussi parce que voilà, on a des postes aujourd'hui dans les rédactions qui vont pas convenir en général aux personnes qui ont des enfants, et en général les personnes qui ont des enfants et qui s'en occupent, ça va être plutôt les femmes. Donc elles pourront pas assister à des confs de rédaction à 19h ou à 20h, arrêter la matinale. Je sais que par exemple en Belgique, la plupart des journalistes femmes après leur premier enfant va graduellement arrêter le journalisme parce qu'en fait c'est plus compatible avec une vie de mère en fait. Évidemment il y en a qui n'en ont pas, mais c'est un vrai souci. Et donc je voulais vraiment faire ce petit point sur Reporter parce que je trouve que c'est quand même à saluer, et c'est un média qui marche bien, qui marche grâce aux dons, tu l'as dit, et les lecteurs, les lectrices sont là, les abonnements sont là aussi. C'est une manière de soutenir ces médias. Donc voilà, je pense que c'est à saluer aussi. Et qui applique du coup en interne ce qu'il porte dans ses articles. Et je pense que ça, c'est intéressant et que c'est aussi la force, justement, des médias dont tu parlais, La Déferlante, Mediapart, etc. Ce sont des médias qui essayent de s'appliquer à eux-mêmes ce qu'ils laissent paraître dans leurs journaux. Et la cohérence entre le fond et la forme, c'est souvent aussi les premières personnes à s'en rendre compte, c'est les lecteurs. Donc c'est aussi les premières personnes à tout simplement cesser de lire, cesser de s'abonner. Je pense que on s'en parlait avant la conférence, mais peut-être certains d'entre vous se souviennent de la une des Inrocks il y a quelques années sur le retour de Bertrand Cantat, et qu'ils avaient mis Bertrand Cantat en une, mais sans se soucier que les personnes qui pouvaient être quelque peu choquées, et en se disant de toute façon il y en a quelques-unes qui vont avoir des problèmes, mais en vrai non, mais c'est quand même un super artiste. Et justement, à l'époque, ce qui avait été extrêmement intéressant, c'est qu'il y avait non seulement une avalanche de courriers de lecteurs, de lectrices expliquant pourquoi ils se désabonnaient, mais également des annonceurs. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, là, sur la question aussi des modèles économiques de ces médias-là, c'est que faut pas juste dépendre de ces lecteurs au sens du don et de petits projets, c'est que c'est aussi des très gros projets quand tout d'un coup l'intérêt, on va dire, financier aussi arrive sur le coin de la table. Je peux vous dire que les choses changent aussi. Donc là-dessus, je pense qu'on peut avoir pas mal d'espoir. Je voulais, avant de vous donner la parole dans la salle, revenir sur justement un petit conseil pour les gens qui sont jeunes journalistes, qui sont dans les médias, ou même en tant que citoyen engagé. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'était ça ma question. C'était ça. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour justement changer la place des femmes aussi dans ces médias? Est-ce que c'est accompagner les jeunes journalistes? Est-ce que c'est en s'abonnant à ces nouveaux médias? Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense que la formation est déterminante. C'est-à-dire que être formé au traitement médiatique non sexiste et non raciste, être formé à un encadrement respectueux, etc. Je pense que beaucoup passe par la formation.
la formation à la fois dans les écoles, mais pas seulement, puisque maintenant, les rédacs, elles sont pas faites que de jeunes journalistes qui débarquent de l'école. Donc c'est aussi au sein des rédactions à se former sur le traitement médiatique des violences sexistes et sexuelles, quel vocabulaire on emploie, pourquoi on emploie, et donc convaincre, faire de la pédagogie, pourquoi on ne dit pas crime passionnel quand on parle de féminicide. Et donc si on le fait une fois, deux fois, trois fois, on va le réexpliquer jusqu'à ce que la personne comprenne en fait où est le problème. Donc je pense que vraiment une très très grande partie de la solution réside dans la formation, à tout point de vue, enfin à tous les niveaux. Oui, complètement, parce que c'est vraiment un de nos fers de lance, la formation, et en école et en rédaction. Et effectivement, dans les rédactions, il ne faut pas être imperméable, parce qu'en fait, voilà, les pratiques... bon, là, je suis quand même un petit peu obligée, mais en tout cas, les pratiques, c'est vrai, d'il y a 15-20 ans, ce sont plus les mêmes qu'aujourd'hui, et c'est bien, le changement aussi. La formation, évidemment. Et puis, si c'est uniquement peut-être vis-à-vis des jeunes journalistes qui viennent d'école ou pas, peu importe, trouver une asso, un collectif, parce que c'est important d'être plusieurs. Connaissez vos droits aussi, il y a les syndicats. Et je trouve que quand on est plusieurs et quand on sait qu'on est protégé, du coup on va peut-être plus oser prendre la parole, on va peut-être plus oser s'exprimer, et surtout non, tout n'est pas noir, parce qu'en fait il y a beaucoup de rédactions qui prennent beaucoup de nouveaux sujets aujourd'hui, des nouvelles enquêtes, des enquêtes, peu importe, effectivement, sur là on est sur la place des femmes, donc des enquêtes sur des sujets de genre, ça fonctionne en fait, donc n'ayez pas peur de les proposer, parce que en fait ça trouvera toujours preneur. Donc je pense qu'il faut vraiment pas avoir peur, parce que le changement passe aussi par évidemment les journalistes qui arrivent, et plus on proposera ces sujets-là, plus peut-être les rédacteurs vont commencer à se dire il y a peut-être un truc là qu'on n'avait pas repéré avant, on va peut-être le faire, et en fait ça va marcher, et ils verront que les gens sont intéressés parce qu'on parle de notre société. Et j'ajouterais bien sûr de lire des médias fondés et portés par des femmes. La Déferlante en est un exemple, mais il y en a de nombreux. Là-dessus, les moyens aussi de s'informer. Nous, on en parle pas mal sur Mediane.org. C'est aussi quelque chose qu'on essaye de s'appliquer. On parlait de La Déferlante, mais ces médias aussi ont aussi tendance à beaucoup plus parler des autres médias que parfois certains titres qui se concentrent que sur eux-mêmes. Donc lisez-les, soutenez-les. Et là-dessus, vous verrez, je pense que les pratiques peuvent changer. C'est la fin officielle de notre temps de parole. J'aimerais surtout qu'on puisse échanger avec vous. Donc je sais qu'il y a un micro qui est disponible. Si vous avez des questions, des remarques, tout simplement aussi discuter là-dessus. Je pense que chacun aussi a des choses intéressantes à dire sur ces sujets. Une petite question. À droite. Oui, bonjour et merci, c'était très intéressant. Vous donnez un chiffre de 50%, si j'ai bien retenu, de femmes dans les rédactions, c'est ça? Je me suis pas trompé, je me trompe pas. Ça dépend si vous faites référence au titre, en fait. Ou aux cartes de presse. Les cartes de presse, c'est 47%. Bon, 47%, 47%. Mais j'ai l'impression qu'il y a une assez grande hétérogénéité, parce que je discutais il n'y a pas très longtemps avec une de vos collègues dans un service de sport, et elle parlait de 10% dans son service de sport. Alors ça pose deux problèmes, parce que elles sont peu nombreuses, donc un problème que vous avez bien expliqué d'ailleurs, en interne, elles sont très peu nombreuses, donc ça pose des problèmes de relation avec le reste de leurs collègues, et en externe, ça pose un problème de représentation de la femme sportive, et on sait qu'il y a des femmes très sportives et des choses très intéressantes de ce côté-là, quoi. Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé. Il y a un rapport très intéressant qui s'appelle le Global Media Monitoring Project, ça fait un peu beaucoup, GMMP, qui a rendu ses conclusions pour sa journée d'observation de 2020. Et vous pouvez aller le voir sur Internet, c'est très très accessible, c'est dans plein de pays différents, 116 pays, je crois.
Il y a en français. Il y a pour l'édition France, c'est en français. Et un des enseignements, c'était qui traite quoi dans les rédactions. Et c'est vrai que on a des sujets qui sont toujours l'apanage des journalistes hommes. Donc on a le sport, évidemment. On a aussi la justice. On va avoir la politique, etc. Donc c'est pas parce qu'on a 47% de femmes journalistes encartées qu'on va avoir 47% de femmes journalistes dans toutes les rédactions. C'est clairement. Et c'est vrai que dans notamment les rédactions sportives, c'est un vrai souci parce que là, la représentativité, elle n'est pas là. L'état d'esprit, en général, non plus. D'où le documentaire hyper intéressant de Marie Portolano qui s'appelle « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste de sport », qui a malheureusement été censuré par Canal+, concernant des propos de Pierre Ménès, des agissements même, mais qui reste quand même très bien à regarder parce que, en fait, on voit la réalité des femmes journalistes de sport aujourd'hui en France. Et oui, non, clairement, c'est vraiment pas ça. Et quand on parlait des rédactions mainstream, il faut aussi, on a tellement de rédactions desquelles parler, mais il faut aussi effectivement prendre celle soit des services sport, soit les rédactions entières de sport, qui sont clairement pas ouvertes aux femmes. Par contre, et je termine juste là-dessus, on a des rédactions sport, enfin des services sport dans les rédactions qui sont complètement perméables aux nouveaux sujets, notamment par exemple Ouest France, qui a fait, je crois, qui a été un des premiers à parler du tabou des règles dans le sport. C'était une enquête qu'on n'avait jamais lue ailleurs, par exemple. Donc voilà, ça change, mais c'est vrai qu'effectivement c'est un secteur qui est loin de la parité. Ouest France, d'une manière générale, ils sont assez précurseurs sur ces questions-là. Ils ont été parmi les premiers à soutenir les experts, par exemple, avant même la création du consortium. Et ils sont très volontaires sur ce sujet. Mais pour répondre aussi, nous, de notre côté, au niveau des experts, par exemple, sur le sport, on vient de monter un partenariat avec une association qui s'appelle Les Sportives et qui veut porter la voix des femmes sportives dans le débat public. Et on essaye de se préparer un maximum à faire entendre la voix des sportives et à mettre le focus sur les femmes dans le sport, notamment à l'approche des JO. C'est un objectif à nous et pour nous que les rédacs aient bien en tête qu'on ne va pas pouvoir faire l'impasse sur les femmes dans le sport quand on va traiter des JO. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, remarques? Vous avez envie de discuter? Ça y est, vous êtes convaincu. Ah, question à gauche. Bonjour, merci Guylaine Hirso. Alors j'ai un problème, c'est que d'une part, j'ai le privilège de l'âge, comme on dit, et en plus je n'écoute quasiment jamais les médias et je ne lis jamais les médias féministes. Je ne les ai jamais lus. Donc voilà, je vous le dis tout de suite, je cantonne. Donc moi j'ai toujours été, je supporte pas la stigmatisation, les assignations. Et je me suis jamais sentie comme victime. Donc voilà, donc ça je cadre. Par contre, j'ai défendu plein de causes, notamment les femmes. Je suis une des fondatrices avec d'autres de droits d'urgence. J'ai été Action contre la faim, et aujourd'hui je suis au Petit Débrouillard. À côté de ça, je travaillais dans une grande entreprise. J'étais lobbyiste, donc j'ai tout faux. Mais plus sérieusement, je suis la trésorière des Petits Débrouillards et sur ces sujets, parce que c'est très sérieux. On est très présent pour lutter contre les discriminations, toute discrimination et tous les préjugés. Donc on monte les Petits Débrouillards est une association, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est là, qui est une association d'éducation populaire par les sciences pour les sciences, qui existe depuis 40 ans, qui fait partie donc du mouvement d'éducation populaire et qui a été initié quand même par les Canadiens et qui est en France sur tous les territoires et aussi en lien avec certains pays étrangers, donc le Maroc, l'Allemagne, l'Italie. Bref. Donc, cette association travaille beaucoup sur ces sujets, notamment en PACA, on a beaucoup d'approches sur lutter contre les discriminations, sur la question du genre. On n'est pas mal stigmatisé par certaines élus de certaines formations très à droite. Donc on est auprès des jeunes, mais avec finalement des jeunes et des moins jeunes, des étudiants et tout. On a monté des expos, on a donc un gros projet Être humain, vivre ensemble depuis plusieurs années, et on participe aussi à la semaine contre les discriminations, contre le racisme et l'antisémitisme. Tout ça pour vous dire que je crois que moi l'important c'est plutôt l'action.
Et ce que je crains, le ressenti que j'ai de tout ce qui se passe, évidemment les femmes, on doit faire plein de choses, ce que j'ai fait aussi, mais je crois qu'il faut surtout faire. Et moi, j'avoue que je commence à paniquer par tous ces mouvements de victimisation tous les jours. Et je pense que pour les jeunes, pour les enfants, je rappelle quand même que les enfants sont à l'école que 20% de leur temps, donc il est essentiel de penser aussi à tout ce temps des jeunes qui ne sont pas à l'école, parce que déjà il y a du travail à l'école, mais en dehors de l'école, où il n'y a quasiment plus de présence, il n'y a plus d'action pour les jeunes, donc, et être positif. Nous, les petits débrouillards, on dit que, d'une part, on dit que c'est pas parce que c'est compliqué, c'est pas parce que c'est complexe, pardon, que ça doit être compliqué, et en plus, il faut faire les choses par le jeu. Et ce que je crains dans ces démarches, dans beaucoup, vous et d'autres, c'est on a déjà assez d'occasions d'être très pessimiste avec le monde que nous traversons. Je travaille beaucoup aussi sur les questions de transition écologique, sur le numérique, mais assez à portée, vous voyez, sur la question du numérique, les algorithmes, lutter contre les algorithmes discriminatoires et tout ça. Et voilà, simplement ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on peut être plus dans l'action que tous les matins, c'est ça va pas, on va mal, la femme ceci, cela. Pendant ce temps-là, on parle pas assez des jeunes, pas assez des enfants, de la jeunesse. C'est essentiel, la jeunesse, et mettre en œuvre des actions. Et dire à travers le monde, j'ai Action contre la faim, j'ai milité dans plein de pays où il y a eu des problèmes. Attention. Apportons du positif, apportons des actions. Et on vient de finir, nous, la tournée des tiers-lieux avec les petits débrouillards et tout un tas d'associations. Il se fait des mouvements hyper importants sur le terrain, dans les territoires. Les territoires, que ce soit dans l'Hexagone ou que ce soit en Outre-mer. Il se passe plein de choses. Il y a plein de mouvements positifs. C'est ça dont il faut parler. Et mesdames, parlez de ça, parlez des actions et arrêtons de pleurer sur nos sorts. Merci. Merci. J'ai quand même l'impression que c'est un peu ce qu'on a fait. En tout cas, vous avez 3 femmes qui agissent aujourd'hui. Après, on établit des constats, mais j'ai pas l'impression qu'on fasse que établir des constats et qu'on se tourne les pouces après. Mais on l'a peut-être mal exprimé, du coup. Oui, pour le coup, les expertes, ça s'appelle Les Expertes Existent, elles sont ici. C'est un annuaire complètement pratique. Donc, moi, j'ai toujours un peu du mal avec ce concept de faut arrêter la victimisation, mais peut-être on pourrait en reparler. Mais en tout cas, voilà, nous, on dresse des constats. Face à ces constats, on agit. Donc, tous les jours, beaucoup d'heures. Bon, j'ai pas grand-chose d'autre à répondre. Il y a une autre question, mais oui, je pense que c'était aussi l'idée de vous entendre d'agir aujourd'hui. Mais je suis assez d'accord qu'il faut toujours un point de départ, remarquer qu'il y a un problème pour agir. Mais là, je trouve qu'on a 2 bons exemples d'agissement. Mais c'est vrai que la jeunesse aussi, il faut commencer là-dessus. Mais comme la moitié de la population sont aussi des femmes, il y en a aussi beaucoup qui sont des jeunes et qui sont des enfants et qui sont les futurs journalistes et aussi rédactrices en chef de demain. Il y avait une question, une remarque? Oui, c'était plutôt une remarque. Il se trouve que je rejoins un petit peu l'avis de madame et beaucoup vos présentations. Je suis secrétaire général d'un bout des médias. D'abord, je voulais vous remercier d'être là, ainsi que le public. Je suis aussi président d'une association qui s'appelle Positive Minders, donc quelque chose qui rejoint un peu la vision de madame. Et je trouve très intéressant, en fait, de mettre en valeur les outils positifs, en fait, que vous avez développés. Et c'est là que je rejoins pas madame, parce que, en effet, jusqu'à présent, dans ma vision, et il se trouve que je joue aussi un rôle dans un grand média, ma perception, c'est que il y avait essentiellement une problématique de diversité. Une diversité dans la formation, diversité dans l'origine des journalistes, diversité dans, même dans les genres, à travers les différentes rédactions, et que la direction
du journal s'attaquait et s'attaque en fait à cette problématique de diversité. Mais peut-être qu'en réalité, ma perception était pas totalement assez éclairée parce que manifestement il manque aussi des outils et que dans le positif, il y a effectivement ces outils à créer et à valoriser. Et donc, je vous remercie de mettre en avant des outils. Merci. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question, remarque, avant qu'on laisse la salle? Non. Eh bien, écoutez, je vais vous... Ah, si, une question. Question d'Hassen. Je crois qu'au tout début de vos interventions, vous avez mentionné l'ARCOM et le rôle des pouvoirs publics et comment on pouvait peut-être soit mieux imaginer les règles ou mieux les appliquer. Est-ce que vous avez peut-être la direction à donner pour améliorer les choses de ce point de vue-là? Nous, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais c'est vrai qu'à Prenons la Une, pour nous, un des points essentiels qui a été aussi donné dans le rapport Calvet, c'est le conditionnement des aides à la presse, parce que voilà, on estime que c'est un levier qui est important, nécessaire pour obliger aujourd'hui les rédactions à plus de parité et du coup une meilleure représentativité. Du côté des expertes, le rapport Calves préconisait aux médias d'utiliser le site des expertes et voire les encourager à nous soutenir, je crois. Et aujourd'hui, on a un vrai sujet pour les experts, c'est une question de financement, c'est-à-dire qu'on est obligé de courir après. Donc on a réussi à mettre en place une convention pluriannuelle de financement, mais qui permet tout juste de vivre. Et si jamais il y en a un qui se retire, le projet peut tomber à l'eau. Donc on n'a pas de financement public. Donc voilà, si jamais l'État voulait vraiment mettre un coup de booster sur la place des femmes dans les médias, il faudrait nous soutenir un peu plus. J'allais dire sur les aides, je suis complètement d'accord avec mes deux camarades. C'est à la fois les aides à la presse qui vont aujourd'hui, quand vous pouvez regarder, c'est accessible d'ailleurs en ligne. Les aides à la presse vont majoritairement à des médias très installés, très établis, qui en fait finalement reproduisent justement tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Je pense que les experts devraient être remboursés comme la Sécu d'utilité publique. C'est essentiel de permettre aux journalistes de faire leur travail, mais également tout d'un coup ça permet aux femmes de se dire oui, je suis experte d'un sujet. Et beaucoup de femmes ont du mal à se dire ça, ou alors vont dire ça quand elles ont 70 ans, et parfois c'est un peu après. Et de ce point de vue-là, on agit pour les petites filles aussi. Parce que exactement. Plus on permet à des femmes d'être présentes dans les médias, plus les petites filles qui vont regarder ces médias vont pouvoir se projeter et se dire tiens, moi aussi je peux être experte de biologie marine, etc. Donc c'est une action concrète sur la société aussi. C'est ce qu'on leur explique dans leur média training, qu'elles parlent aussi aux petites filles de demain qui seront les expertes de demain. C'est une très bonne façon de finir là-dessus. Merci beaucoup de votre écoute. Je vais donner la parole à Hassen peut-être pour parler de la suite. Un petit mot, Daphné, si tu peux passer les... Alors, c'était la première conférence de la journée. Juste après, dans une petite demi-heure, une grosse demi-heure, c'est à 17h, on va avoir une deuxième conférence sur le journalisme scientifique et notamment à quel point c'est important le journalisme scientifique avec les enjeux d'aujourd'hui, la santé et le climat notamment. Et juste après, ce soir à 19h, on a la grosse conférence avec plein d'intervenants sur la définition de l'indépendance et de qu'est-ce qu'un média indépendant. Donc je vous invite à rester, peut-être faire un petit tour, prendre un café, fumer une cigarette, ce que vous avez besoin de faire. Et il n'y a pas de café, elle nous dit bon, malheureusement. Et voilà. Et si vous êtes curieux, peut-être sur les... Demain aussi, il y a des conférences à Sancier. Avec Daphné que vous avez vu et qui est là. Il y a une projection gratuite du documentaire Média Crash, suivi d'un débat sur l'indépendance des médias. Et juste après, Daphné reste encore, mais rejointe par Jérémy d'un bout des médias, Pierre-Louis de Mieux Voter et une ancienne députée, Paula Forteza, pour parler de l'engagement citoyen. Voilà, il y a dimanche aussi au Café Néon, c'est pas ici, mais un brunch et une simulation parlementaire suivi d'un café thèse. Session académique. Allez sur ubdm.org pour voir le programme et je vous remercie de l'attention accordée à nos intervenantes. Merci beaucoup.